Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Olivier Py, mot à mot, Avignon 2015. Première expression, c'est entame de festival, à laquelle je joins presse pétiniste, puisque dans Midi Py, vous avez dit... Je devais être énervé. Vous avez écrit presse pétiniste. Alors, entame de festival. Non, bah heureusement, il n'y a pas que de la presse pétiniste. C'est vrai que quand la presse c'est de l'injure, on peut dire qu'elle est pétiniste. Voilà. Quand c'est de l'analyse, c'est tout autre chose. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Au contraire, c'est très bien. Voilà. Donc je devais être un peu énervé. À part ça, tout se passe bien. Et puis il y a aussi évidemment des gens qui agitent la pensée, et c'est tant mieux. Fatigue. Non, pas trop, ça va. Non, ça va et ça vient, mais non, pas trop. Mais c'est vrai que c'est assez sport, le métier de directeur du festival. 3 mots et ensuite je vous proposerai un certain nombre d'images. 3 mots, c'est lire, c'est public et c'est élite. C'est lire comment? Le roi lire. Ah, lire, Le roi L-E-A-R. lire, le roi lire et le public et les élites, la dialectique entre le public et les élites. Dans la manière de recevoir. Oui, non, c'est toujours un peu étrange d'avoir une sorte de cabale d'un côté, par des minorités, et puis d'un autre côté, des gens debout qui applaudissent et qui crient bravo. Moi, j'ai l'impression que j'ai rempli ma mission de théâtre populaire quand j'ai face à moi, peut-être pas 2000 personnes, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas aussi enthousiastes, mais quand j'ai comme ça 1500, 1600 personnes qui sont debout et qui crient bravo. C'est toujours la même histoire, finalement. Et de plus en plus, je suis face à l'inculture des inclus, l'inculture des élites, et j'ai de plus en plus confiance dans le peuple. C'est peut-être une notion assez vague, mais en tout cas dans le dialogue qui s'inscrit avec le public. Oui, je crois au public, je fais confiance au public. Je suis là pour service du public, je suis au service du public. On passe du mot à mot à la vidéo à mot, vidéo à mot. Hein. Je vais vous présenter un certain nombre d'images et je vous demande de réagir par rapport à ces images. Voici les premières. Les combats ont duré plusieurs jours, féroces, autour de la cité antique de Palmyre. Mais l'armée syrienne, en grande difficulté, bat retraite ce matin, abandonnant à la sauve qui peut toutes ses positions stratégiques dans et autour de la ville. Je connais bien la Syrie, j'ai fait 3 ou 4 voyages en Syrie, notamment à Palmyre. Palmyre est une destination touristique, et j'ai fait d'autres destinations plus politiques peut-être. Je connaissais bien Damas. J'avais organisé une rencontre à l'Odéon il y a 4 ou 5 ans entre Alain Juppé à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères, et les forces démocratiques révolutionnaires. À ce moment-là, on se disait qu'il fallait intervenir. Sinon, on allait laisser ce qu'on croyait être une véritable révolution démocratique tourner à la catastrophe. Daesh n'avait même pas commencé à exister. Mais pourtant, c'était assez simple en Syrie, quand on parlait avec la population, de savoir que si on faisait sauter le verrou de la dictature, il fallait que ce soit organisé derrière. Ce chaos en Syrie, cette destruction systématique de ce pays merveilleux, oui, j'ai plus envie d'aller au théâtre quand je vois ça, c'est vrai. J'ai pas envie de continuer, ça m'atteint très très profondément. Très profondément. J'aime ce pays, j'aime les Syriens, j'aime cette région, j'aime les Arabes et j'aime pas ce qui s'y passe. Deuxième image que je vous propose, c'est celle-ci. Pour remplir sa mission de service public, France 2 n'a ce soir-là pas regardé à la dépense. Un journaliste sportif se trouve en direct dans la salle à manger où les cyclistes récupèrent après l'effort. Et courageusement, il pose d'emblée la question qui tenaille chaque citoyen un peu lassé des tristesses inutiles de Srebrenica et des faces si drôlâtres de Mururoa. Expliquez-nous ce que vous dînez ce soir pour essayer de vous remettre après cette journée particulièrement pénible. Alors, on n'a pas décidé de rigoler. Hein. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui de la chute de Srebrenica. Dans le passage qu'on voit, c'est vrai qu'on critiquait le traitement médiatique. Je dois dire que les choses ont empiré. Aujourd'hui, on sait notamment que les révolutions arabes, ça a fait baisser l'audience des journaux. Justement parce qu'il se passe quelque chose. Et on sait que la seule chose qui les fait remonter, c'est le sport. C'est écœurant. Il faut absolument qu'une télévision de service public
joue pleinement son rôle, parce que la démocratie, sans la culture, sans l'éducation et sans une information qui a du sens, qui a du contenu, ça ne veut rien dire. Y croyez-vous encore? À quoi? Au service public, oui. Est-ce que le numérique peut être associé à l'idée de service public? Oui. Oui, je pense que le numérique est une chance. Enfin, c'est la chance qu'on a en ce moment, donc il faut s'en saisir. Alors je n'angélise pas le numérique, mais c'est la chance que nous avons. Et c'est vrai que c'est une véritable alternative à ces autoroutes de l'information dans lesquelles il n'y a absolument plus aucun contenu. Pour ce qui est de l'anniversaire de Srebrenica, oui, c'est 20 ans après, et la bagarre continue, puisque le terme de génocide n'a toujours pas été reconnu. Donc, sauf par l'ONU, enfin en tout cas... Oui, ouais. Sauf par l'ONU, qui à l'époque avait prêté ses bulldozers. Tant qu'il ne sera pas clair qu'il y a bien eu un génocide, que ces hommes et ces femmes ont été tués parce qu'ils étaient des musulmans, le combat pour Srebrenica ne sera pas fini, donc l'anniversaire est important. Et le Premier ministre serbe actuel a décidé de participer pour essayer de souligner l'idée de réconciliation. C'était dans l'actualité. Mais je n'ai jamais eu de haine contre les Serbes, comme ça m'a été souvent reproché. J'ai une haine absolue contre les nationalistes serbes. C'est très différent. Les nationalistes serbes, je les aime pas plus que les nationalistes français. Alors qu'on fête les 20 ans du massacre de Srebrenica, ou du génocide de Srebrenica, il y a les 20 ans de La Servante. Et La Servante, il y a 20 ans, c'est une pièce de 24 heures, mise en scène à Avignon par Olivier Py. Extrait. L'un des moments vibrants cette année à Avignon a certainement été pour le public la découverte, pas seulement d'un auteur, pas seulement d'un metteur en scène, mais la découverte d'un homme de théâtre trentenaire, Olivier Py. Avec La Servante, il a osé faire du théâtre permanent en écrivant et en dirigeant 18 heures de vie sur les planches non-stop. Moment en Avignon, Thierry, Michel Levasseur. Le régisseur est au piano, les spectateurs prennent le petit déjeuner ou se reposent. 8 heures du matin, le spectacle a déjà commencé. Discret, dans l'indifférence générale, le soleil s'est levé, sans déranger les acteurs. Je fais du 8h, 19h non-stop avec des pauses de 1h, 1h30. Paris fou, du théâtre non-stop 24 heures sur 24, 11 spectacles mis en boucle. Quel souvenir? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ben oui. J'ai fêté mes 30 ans pendant La Servante. Avec ce paradoxe, en même temps, d'être face aux horreurs de Srebrenica dans le même moment. C'était tout à fait étrange pour moi. Mais c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression que je suis né à ce moment-là. Alors je suis né doublement. Je suis né artistiquement parce que La Servante est devenue un spectacle mythique. Et puis je suis né aussi à la conscience politique, puisqu'il y avait en même temps les événements de Srebrenica. Mais pour ce qui est de La Servante, je crois que ce qui a fait sa force, c'est peut-être pas la qualité littéraire ou le génie de la mise en scène. C'était quelque chose d'un autre ordre. Je crois que c'était générationnel. Nous étions 27, un peu tous les âges, mais quand même beaucoup de ma génération. Et je crois qu'on voyait une nouvelle génération arriver avec une soif immense de théâtre, tout simplement, de pensée, de théâtre, de faire le théâtre autrement, d'inventer encore autre chose. Il n'y en avait jamais assez, puisqu'on faisait un spectacle qui durait 24 heures. C'est ça qui a marqué, je crois, les esprits, et c'est devenu un mythe parce que ça a été le mythe d'une génération. Je vous propose un autre extrait. Mais c'est pas ma mise en scène, ça. Non, je suis surpris parce que... Par contre, ils m'ont piqué ma mise en scène. C'est une copie de ma mise en scène. C'est au Métropolitain qu'ils l'ont fait. C'est Parsifal. C'est Parsifal au Métropolitain. Ils ont copié ma mise en scène de Tristan, le lit sur l'eau. C'est une copie exacte de... Et vous savez qui c'est, lui? C'est Jonas. Ouais. Alors, de Jonas, vous dites, le comédien ou la comédienne que vous auriez rêvé d'être, vous dites ça à l'un de mes confrères, et vous dites le ténor Jonas Kaufmann. Pourquoi est-ce que vous auriez rêvé d'être Jonas Kaufmann? C'est le plus grand ténor de l'histoire de l'opéra. Mais vous chantez? Oui, mais pas comme Jonas. Je suis pas beau comme lui. En plus, c'est un très grand acteur, et en plus, il est très beau. Et en plus, c'est un homme merveilleux. On a fait 2 spectacles ensemble, qui ont été extraordinaires. Je pense que c'est le plus grand ténor de l'histoire de l'opéra, parce qu'il a été aussi convaincant dans le répertoire italien que dans le répertoire allemand. Et ce que j'ai dit n'est pas de l'ordre de l'esthétique musicale, c'est de l'ordre de la politique. C'est-à-dire qu'il réunit le nord et le sud. Il est la synthèse entre l'Allemagne et le monde latin. Et quand je le regarde, je vois l'Europe réussie dans sa beauté et dans la beauté de son art. Dernier élément que je voulais vous présenter, c'est celui-ci.
On descendait dans la cave et puis on s'avoinait un peu, on faisait des batailles comme ça quoi. C'était, t'es jeune, t'es un peu insouciant, tu penses pas, des fois il y a des chaos. Décidément. Taillé comme un gladiateur, il est vigile au McDo du coin. Et côté boxe, personne ne croit en lui. Mais c'est mal connaître Mormec. À force de travail dans d'obscures salles de banlieue parisienne, à la force des points, il scalpe ses adversaires un par un et devient 8 ans plus tard champion du monde. Dès lors, il veut l'Amérique et les dollars. Mormec quitte la France. Je crois qu'il a été champion du monde, effectivement, mais en moyen, pas en lourd. Il s'est fait démolir en lourd. J'adore les boxeurs. Je trouve que c'est un dieu. Enfin, c'est une statue. Et c'est la beauté masculine absolue. Mais au-delà de ça, c'est l'enfant du peuple qui a réussi qu'à la force de ses poings. Et je suis admiratif parce que je sais ce que c'est que la boxe. Je ne vais pas boxer moi-même. Mais c'est aussi un sport d'intelligence, de courage, d'intelligence, de volonté. Il n'y a pas que le ring, il y a aussi des heures et des heures d'entraînement. Je le trouve magnifique. Mot à mot, dernier mot pour terminer. Je ne sais pas si ça peut avoir avec le Festival d'Avignon, c'est le mot rentabilité. Et comment est-ce qu'on pourrait détourner ce terme du marché? Alors, il y a 20 ans, il y a même 15 ans, un homme de théâtre digne de ce nom, travaillant à faire que le théâtre soit un service public, aurait été très offusqué de cette question. Absolument. Bien évidemment, la rentabilité. Bon. Moi, je pense qu'en tant que directeur du Festival d'Avignon, je suis bien sûr directeur d'une institution nationale en région, mais j'ai aussi une responsabilité pour ce territoire, qui est un territoire en souffrance. Si le Front National fait de tels scores, c'est d'abord parce que l'économie fait des scores très bas. C'est ça la vraie raison, c'est pas les émigrés, c'est la pauvreté. Je me dis que, sachant qu'une personne sur 4 vit du Festival d'Avignon et que les retombées économiques sont de l'ordre de 30 millions par an pour la ville et le territoire, beaucoup plus pour le territoire que pour la région, enfin pour la ville à peu près 30 millions, j'ai une responsabilité. J'ai cette responsabilité. Et là, il faut absolument qu'il y ait entre l'économie et le monde de la culture un travail en commun. Un travail en commun. Si jamais les grands banquiers, les grandes fortunes préfèrent aller vivre à Los Angeles et boursicoter, alors il faut que nous, qui ne sommes pas des grandes fortunes, qui n'avons pas les moyens de sauver des villes, on se serre les coudes pour le faire. On peut y arriver. Merci. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.